Je viens de dire des pays émergents. C'est une très mauvaise formule. Je hais cette formule et je m'en veux de l'avoir prononcée. Peut-être était juste pour faire la mise au point que je vais faire maintenant. Il faut parler d'économie émergente, sûrement. Mais quel sens cela a-t-il de parler de pays émergents quand on parle de pays comme la Chine, l'Inde, qui ont des civilisations millénaires, dont le pays a émergé bien avant d'autres qui les regardent aujourd'hui de haut, pour ne pas parler d'ailleurs du Maroc, aussi une civilisation qui trouve ses racines très loin dans l'histoire. Donc parlons d'économie émergente, ça oui, mais ne parlons pas de pays émergents. Il y a des pays émergents, il y a des pays qui naissent, le Sud-Soudan est un pays émergent, mais ça n'a rien à voir avec le sujet qui nous intéresse. Ce sujet, c'est quoi? Ça a trait aux questions de gouvernance et on peut commencer par s'interroger une seconde sur ce que veut dire ce mot. Historiquement, il est apparu à propos des pratiques de gouvernance d'entreprise, c'est-à-dire les manières de faire en sorte que les entreprises soient bien gérées. Et puis c'est devenu un de ces mots valises que vous connaissez, qui est utilisé un peu à toutes les sauces, et on s'est mis à parler de gouvernance au niveau national, au niveau régional et évidemment au niveau mondial, et c'est à ça que je vais m'intéresser particulièrement. Pourquoi est-ce que ce mot a vu son acception s'étendre? Principalement parce que certains diront depuis la chute du mur de Berlin, d'autres trouveront d'autres points de départ, mais en tout cas clairement, au cours des 20 dernières années, le pouvoir des États sur la façon dont le monde évolue a diminué, et donc le pouvoir des gouvernements a diminué. Il fallait bien trouver autre chose. Alors certains disent les marchés financiers, la pression du système capitaliste. C'est vrai, ça existe, les marchés ont leur rôle, mais les marchés influent, mais ne proposent pas de direction. Où se fait finalement, où se discutent les orientations possibles? Elles sont suivies, elles ne sont pas suivies, elles réussissent, elles ne réussissent pas, mais où est-ce que ça se passe? Ça n'est plus seulement les gouvernements des pays, et donc ce mot de gouvernance en est venu à traduire les modalités et les lieux dans lesquels sont prises des décisions qui influent sur notre vie de tous les jours, et donc il est intéressant de voir à la fois comment ça fonctionne, et puis quel rôle les pays qui accèdent maintenant à une économie puissante, les économies émergentes, donc quel rôle elles peuvent y tenir. Pourquoi c'est important? C'est important parce que, c'est ce que je vais essayer de montrer un peu tout au long de cette conversation, ces questions de gouvernance, la façon dont les décisions se prennent, a une très grande importance. Regardons un seul exemple. Quel est le problème aujourd'hui principal de l'économie mondiale? Tout le monde vous dira, c'est la croissance qui est faible, la crise qui n'est pas terminée. Et c'est vrai que la reprise, qui n'est pas négligeable, mais reste entravée, la prévision de croissance que le FMI va rendre publique pour 2012 est de 3,4%, d'ailleurs un petit peu moins que ce qu'ils avaient prévu en juillet, mais enfin disons 3,4%, avec des risques relativement importants que ça soit moins. Il y a aujourd'hui une chance sur 7 que la croissance, en fait, ne soit pas de 3,4%, mais tombe en dessous de 2%. Vous avez des modèles de probabilité qui vous permettent de savoir, sur une moyenne, 3,4, qu'est-ce qu'on prévoit, quelle est la distribution de probabilité autour. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais quand on voit qu'il y a, dans le modèle auquel je fais référence, une chance sur 7 d'avoir une croissance mondiale de moins de 2%, ce qui veut dire, pour les pays avancés, une récession complète et simplement un peu de croissance dans les économies émergentes, on voit bien que tout cela est encore extrêmement fragile. Si on regarde plus en détail ce problème de la croissance, où est la gouvernance là-dedans? Eh bien, je vois deux problèmes principaux qui sont les deux risques majeurs qui se présentent devant nous et qui sont à l'origine de l'absence de confiance. Parce que c'est bien l'absence de confiance qui fait que la croissance n'est pas là. Ça n'est pas la réalité de l'économie réelle. Les populations sont là, elles ne sont pas moins formées, elles sont plutôt mieux formées qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans. Le capital productif est là, les ressources naturelles n'ont pas disparu. Pourquoi est-ce que tout à coup, on serait obligé d'avoir une croissance plus faible que la croissance potentielle? Ce que les économistes appellent la croissance potentielle, vous le savez, c'est le niveau maximum qu'à un endroit donné, ou bien sur l'ensemble de la planète, on peut atteindre compte tenu des ressources dont on dispose. Pourquoi? Principalement
parce que la confiance n'est pas là, chacun se replie sur soi, chacun a peur de l'avenir, souvent de façon légitime d'ailleurs, et ça va de l'investisseur international qui se dit « oulala, les risques sont trop grands, je prends des emprunts d'État, peut-être pas européens, on y reviendra tout à l'heure. Il aurait peut-être dit, il n'y a pas si longtemps, je prends des bons de caisse marocains, il n'y en a plus. Mais ça va aussi au consommateur, qui décide qu'il veut changer de voiture, mais il va prendre une voiture un peu moins luxueuse qu'il ne l'aurait voulu, parce qu'on ne sait pas bien de quoi l'avenir sera fait. Et quand tous les consommateurs font ça, évidemment, la dépense d'achat d'automobiles décroît et l'ensemble de la mécanique économique se met à patiner. Donc ce problème de la confiance, qui paraît psychologique, qui peut paraître secondaire, est en fait au cœur du problème économique en général, et tout particulièrement aujourd'hui, où cette confiance n'est pas là. Et pourquoi est-ce que cette confiance n'est pas là? Je vous le disais à l'instant, je vois deux risques principaux. On pourrait faire sans doute une liste plus longue que celle-là. J'en vois un aux États-Unis, qui est ce que nos amis américains appellent le fiscal cliff, c'est-à-dire la falaise budgétaire. Et en effet, on sait que depuis très longtemps, mais de façon de plus en plus lourde, les États-Unis sont au bord d'une falaise budgétaire, avec un déficit budgétaire extrêmement important, une dette à proportion, qui évidemment n'a jamais posé de problème véritable jusqu'à maintenant, car tout le monde faisant plus confiance, de nouveau la confiance revient comme thème, plus confiance au dollar qu'au reste des monnaies, allait quand même financer le déficit américain, parce que même s'il était grand, on pensait que c'était l'économie la plus solide, il reste que s'il n'y a jamais eu de problème de financement, la dette s'accumule et ce déficit se comble difficilement. Le dernier à avoir fait des efforts très considérables dans ce domaine, c'était Clinton, et depuis, à cause de la crise évidemment, mais l'administration Obama est devant cette difficulté, et quel que soit le résultat de l'élection présidentielle américaine dans quelques semaines, ce problème existe. Le problème est évidemment une question de gouvernance, parce que ce qui est le risque véritable, ce n'est pas tellement la falaise budgétaire, le risque, l'existence de cet abîme, parce que ça, c'est bien connu, c'est pas neuf, c'est le risque de prendre de mauvaises décisions de politique économique. Et ce risque est assez grand. D'abord parce que la période électorale conduit, dans tous les pays, c'est comme ça, à faire des promesses qu'ensuite on a plus ou moins de mal à tenir, et puis parce que il ne faudrait pas d'un côté que ceux qui sont les cigales se mettent à dépenser trop alors que la falaise budgétaire est là, mais il ne faudrait pas non plus que ceux qui sont les fourmis se mettent à couper trop fort dans les dépenses ou à augmenter trop les impôts, parce que là, ça casserait la croissance. Le chemin est extrêmement étroit sur la crête. Et donc, le risque de mauvaise gouvernance, le risque de prendre une décision peu insuffisamment concertée, mal comprise, et qui conduise justement à tomber de la falaise, est un des risques, malgré une croissance américaine qui est assez correcte. Dans les 3,4 de moyenne mondiale que j'évoquais tout à l'heure, les États-Unis sont attendus vers 2,2. C'est moins que ce qu'ils pourraient faire. On serait bien content en Europe d'avoir 2,2. En Europe, dans l'Union européenne, attend quelque chose qui est plutôt négatif, qui sera à moins 0,3, moins 0,4. Donc 2,2, pas si mal. Mais enfin, c'est moins que ce que les Américains pourraient faire. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'opérateurs se disent, mais est-ce que ceux qui vont nous gouverner, sans savoir d'ailleurs lesquels ce sera, et pas obligatoirement avec les mêmes risques d'erreur ou les mêmes erreurs, mais ne vont pas prendre la mauvaise décision ?